Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil des tout. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans Changer la norme pour entamer la 5e saison. Changer la norme, c'est un podcast un peu coup de tête, né de mon envie de vous faire découvrir celles et ceux qui croisent ma route et celle de Care News, le média des acteurs de l'engagement. L'envie de questions sur l'envers du décor, c'est un travers journalistique. Et l'envie de parler business et impact, c'est un besoin de pair entrepreneur social. Depuis 6 ans, en effet, avec mon associé Guillaume Brault, nous avons fait le pari de lancer Care News, un média dédié à celles et ceux qui s'engagent, avec la conviction que l'économie sociale et solidaire est la norme de demain. Et que pour changer cette norme, il faut se parler normalement. Fini le pitch, ces entrepreneurs d'un genre différent ne sont ni des bisounours ni Gandhi. Ils veulent mouvoir les choses, mais avec des défis économiques, financiers, humains et juridiques. Pour inaugurer cette saison, je suis heureuse de recevoir Léa Zaslawski pour parler de Make Sense, une communauté qui veut changer le monde. Fonds à impact, incubateur, réseau, conseils pour les entreprises, on ne sait plus où donner de la tête quand on cherche à définir Make Sense. Avec Léa, on est remonté à l'origine du projet et on a parlé de sa structuration et de son financement, de l'énergie commune aux membres de Make Sense, de SS et de la prolifération de l'impact parce que Impact is the new black. Bonjour Léa. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Bon, je suis contente de commencer la saison 5 de Changer la norme avec Make Sense, qui est un objet de mystère et voilà, puisque Make Sense a 10 ans et Care News va avoir 7 ans. Et du coup, ça fait 7 ans que moi je le suis et je ne suis pas sûre d'avoir saisi toute la profondeur de l'univers Make Sense. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter donc très rapidement ton parcours et ton rôle chez Make Sense ? Donc, je m'appelle Léa Zaslawski, j'ai 32 ans. J'ai rejoint Make Sense du coup en 2011, au départ en tant que volontaire pendant mes études, alors que Make Sense était encore une communauté organique de bénévoles un petit peu partout dans le monde, entre l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe, et qui réunissait tout un tas de jeunes qui s'intéressaient à cette nouvelle tendance qui était l'entrepreneuriat social. Et en 2014... je me suis mis à temps plein dans la création et le développement de l'incubateur de Make Sense, qui à l'époque s'appelait SenseCube et qui était une structure séparée et qui aujourd'hui recoupe tout l'ensemble de ce qu'est Make Sense for Entrepreneurs. Et au sein de Make Sense, donc au départ, je me suis beaucoup occupée de tout le pôle entrepreneuriat et ensuite beaucoup notamment de lancer nos activités à l'international avec le lancement de notre hub au Mexique, au Liban et aussi en soutien à nos hubs en Afrique, Philippines, Pérou. Et ensuite, je me suis aussi beaucoup occupée de la partie structuration financière, structuration business, structuration légale pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, je travaille notamment sur notre fonds d'investissement qu'on a lancé il y a 2 ans et aussi sur le pilotage stratégique général de la structure et de l'écosystème. Donc, Make Sense, pour moi, c'est vraiment une communauté de gens qui ont envie de changer le monde via l'entrepreneuriat à impact. Comment est-ce qu'on peut décrire rapidement, parce que c'est un peu tentaculaire, mais les différentes activités de Make Sense ? Ça fait 10 ans qu'on essaie de rendre notre discours lisible et clair, mais on n'y arrive pas toujours. En quelques mots, nous, notre mission, c'est vraiment de redonner le pouvoir d'agir à tous, qu'on soit citoyen, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit collaborateur d'organisation. Chacun à notre échelle, on est capable de changer la donne, on est capable de transformer la société de façon inclusive et durable. Et c'est ça qu'on va essayer de faire avec Make Sense. Donc, on a des programmes à destination des citoyens pour qu'ils puissent, s'ils veulent le devenir, bénévoles sur des sujets comme le climat, l'accueil des migrants, l'éducation. On va avoir des programmes pour des entrepreneurs, qu'ils aient juste une idée et une envie d'entreprendre ou alors qu'ils aient déjà un projet, un prototype, voire une entreprise. Et on va aussi aider des organisations, que ce soit des grosses ONG comme la Croix-Rouge ou des grosses entreprises comme la Société Générale, à prendre le tournant de la transition et à entamer justement une transformation interne et de collaboration avec leurs parties prenantes. Et ça a pas mal marché parce que c'est plus de 200 000 citoyens qu'on a formés
ces 10 dernières années, plus de 6 000 entrepreneurs qu'on a accompagnés et plus de 200 organisations, partenaires, publics, privés ou ONG. Ok. Et pour revenir, donc il y a 10 ans, je trouve que c'est important de comprendre comment les choses se sont construites et après tu nous raconteras comment ça marche aujourd'hui. Mais donc il y a l'idée, c'est Christian, je pense, qui est assez identifié à la primaire de Make Sense. Mais comment ça s'est construit? Parce qu'en fait, quand on se dit j'ai envie d'avoir une communauté de gens qui veulent faire changer les choses, mais comment ça se finance, comment ça se structure? Est-ce que tu peux nous détailler les différentes strates peut-être de ces 10 ans d'entrepreneuriat social? Au départ, vraiment, Make Sense, c'était un voyage. C'est-à-dire qu'il y avait Christian, mais il y avait aussi Leïla, il y avait plein d'autres bénévoles qui chacun voyageait, se sont rencontrés des entrepreneurs sociaux et ont eu un espèce de flash en disant c'est dingue, on veut transformer la société, il y a tous ces acteurs que personne ne connaît qui sont absolument formidables, il faut les faire connaître. Et là, on a eu un outil qui a été à l'époque génial, qui était Facebook, qui était une plateforme gratuite sur laquelle on pouvait connecter ces entrepreneurs avec plein de citoyens. Et honnêtement, Facebook, alors aujourd'hui, on en est sorti, on est critique, mais au démarrage, ça a été un outil absolument merveilleux parce qu'on n'avait pas un sou pour créer une plateforme web, on n'avait pas d'argent pour faire de la communication, et on avait cet outil disponible qui nous permettait de connecter toutes ces personnes partout dans le monde. Et ça a été vraiment le démarrage de Make Sense. Donc il y a eu au départ toute cette partie citoyenne que Christian et Leïla ont construit. Et petit à petit, ils se sont rendus compte que l'entrepreneuriat social, ça avait aussi un impact, par exemple, pour les étudiants, qu'il fallait faire rentrer l'entrepreneuriat social dans les écoles. Et là, il y a 2 nouvelles personnes, Marine Plossu et Caroline Delbois, qui se sont dit « Ok, moi j'ai envie de lancer Make Sense dans les écoles ». Et elles ont lancé une branche qui s'appelait Sense School. Il y a Vincent, qui lui était fan d'art, qui s'est dit « Ok, en fait, il faut qu'on utilise l'art et la culture pour aussi faire connaître l'entrepreneuriat social ». Et il avait lancé toute la branche média de Make Sense. Alizé, Coralie et moi, on s'est dit « Ok, il faut qu'on aide ces entrepreneurs au-delà de leur relation avec les citoyens, avec aussi des mentors, avec des locaux, avec des financements. » Et du coup, on a lancé la branche entrepreneur, etc., etc. Et donc, c'est vraiment un collectif d'entrepreneurs qui s'est rejoint, qui petit à petit s'est structuré avec cette idée, cette passion commune qui était l'entrepreneuriat social, en se disant, chacun, on peut monter notre brique. Et si on a, souvent dans Make Sense, alors avec l'anglicisme, parce qu'on est une communauté internationale, on dit one team, one dream. C'est-à-dire qu'on a une équipe, un rêve, et après, plein de briques, plein de façons de pouvoir le déployer. Et c'est ça qui a été vraiment l'idée de dire, on est nous-mêmes entrepreneurs, on va nous-mêmes construire chacun les différentes briques de Make Sense. Comment est-ce que ça s'articule ou ça se différencie des programmes qui existaient et qui existent encore aujourd'hui? Je pense à des incubateurs, des programmes d'accompagnement comme Entropia à l'ESSEC, il y a aussi une chaire ESS là-bas. Il n'y a que l'identité ou est-ce qu'il y a aussi des outils ou des choses mises à disposition différentes derrière? Alors moi, j'ai fait l'ESSEC et la chaire entrepreneuriat social de l'ESSEC. J'ai tout fait. Donc, c'est Entropia, quand j'étais à l'ESSEC, je connaissais très, très bien. Et en fait, l'idée de se lancer dans l'incubateur de Make Sense est née dans un voyage de la chaire entrepreneuriat social où on était à Boston et on a rencontré un incubateur social tech. Et on s'est dit, mais c'est incroyable, il y a ces entrepreneurs qui veulent changer le monde et ils ont un outil qui est la technologie qui est aujourd'hui pas du tout assez utilisé. Et il faut revenir, il y a 8-9 ans en arrière, on parlait pas d'entrepreneuriat social, on parlait pas de communauté. Et il y avait vraiment une dichotomie énorme entre les acteurs historiques de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, et les acteurs de la tech, les startups où on parlait déjà de levée de fonds, de croissance, où en fait il y avait Uber et Airbnb qui changeaient le monde. Et moi je comprenais pas pourquoi c'était des boîtes comme Uber et Airbnb qui changeaient le monde et non pas des entreprises sociales. Et donc à l'époque Entropia existait déjà, accompagnait des acteurs plus traditionnels de l'ESS. Et l'idée c'était de dire nous on va apporter un autre incubateur, un autre programme qui va justement relier ces deux mondes que sont la tech et l'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, évidemment, cette différenciation, elle est moindre parce qu'il y a d'autres programmes qui se sont lancés. Et aujourd'hui, c'est par notamment la force de la communauté, la force du réseau et aussi toute la partie cohérence et gouvernance interne des entreprises qu'on va se démarquer. Mais au démarrage, c'était vraiment ce lien entre monde startup et ESS. Donc au démarrage, c'était le volet citoyen, c'était celui du démarrage. Comment on finance de créer une communauté de particuliers, parce que c'était presque que du bénévolat. Enfin voilà, moi, quand j'ai tout début de Make Sense, pour moi, c'était très identifié à du mentorat, du bénévolat. Ouais, on galère. En fait, très rapidement, avec l'association, donc on a créé une association Make Sense en France. Justement, pour avoir des revenus, on s'est rendu compte que toutes les méthodologies qu'on utilisait, c'est-à-dire que le fameux hold-up qu'on a développé, et toutes les méthodologies... Il faut que t'expliques, parce que moi j'en ai fait un, donc je sais, okay. Mais il faut que t'expliques ce que c'est que le hold-up. Le hold-up, c'est une méthodologie d'intelligence collective. C'est un atelier de 3 heures qui permet à une dizaine de citoyens d'aider un entrepreneur social à résoudre son défi. Comment lancer ma campagne de crowdfunding, comment recruter plus de personnes, comment lancer mon produit. Et l'idée, c'est de dire, avec l'intelligence collective, 10 personnes, quel que soit leur profil, peuvent aider cet entrepreneur
à aller plus loin et à résoudre ce défi-là. Et on a voulu vraiment démocratiser toutes ces méthodes-là pour dire on n'a pas besoin d'être expert pour contribuer au changement de société. Et aujourd'hui, ça paraît plus une évidence. Il y a 10 ans, c'était vraiment pas le cas. On considérait que c'était que les États et que les experts qui pouvaient changer le monde. Et on voulait montrer que non, tout le monde pouvait le faire. Et ces méthodes de créativité et d'intelligence collective, elles étaient très peu utilisées à l'époque aussi en entreprise. Et donc, on a eu notamment SFR, un de nos premiers clients, et d'autres entreprises qui nous ont dit ce que vous faites avec des citoyens et des entrepreneurs, j'aimerais que vous le fassiez aussi avec nos collaborateurs. Et donc, on a créé une autre structure, cette fois-ci une SAS, et on a voulu séparer les deux pour justement éviter ce qu'on appelle le mission drift, le fait que notre mission initiale puisse dériver et être attaquée, et avec l'idée de dire que 8% des revenus privés allaient financer l'association systématiquement. Donc, on a eu des premiers clients, on a eu des premiers sponsors. Au départ, on ne choisissait pas. Le premier sponsor aussi de l'incubateur, c'était Bolloré. On a été financé par tout un tas d'entreprises. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sélectif et beaucoup plus strict sur les partenaires privés avec lesquels on travaille, parce qu'on pense aussi que la source de l'argent et les flux financiers sont hyper importants aussi dans la transformation de la société. Mais au départ, on a été avec tous ceux qui ont cru en nous, qui ont bien voulu nous financer. Et aujourd'hui, Make Sense, c'est 80% de financement privé, 60% en prestations, 20% en sponsoring, 10% en mécénat et 10% en subvention publique. Donc, on est encore à 80% financé par du privé, qui est par des entreprises. Par des entreprises. Par exemple, le programme d'entrepreneuriat social, c'est aussi financé par des entreprises. C'est aussi financé par des entreprises. Il y a une partie de subvention de la mairie de Paris et de la région Île-de-France, mais c'est aussi du sponsoring d'entreprises qui nous permet de le financer. Tout à fait. Donc, pour bien comprendre, on comprend parfaitement l'articulation et comment c'est bien dissocié. Ces entreprises, vous leur proposez donc la même chose qu'aux citoyens, aux entrepreneurs sociaux, que c'est pour leurs salariés, pour qu'ils fassent des hold-up, ou comment ils s'impliquent en fait dans les programmes de Make Sense? Alors pour nous, c'est hyper important que les entreprises ne soient pas juste un financement, mais que le fait qu'elles nous soutiennent soit aussi un acte d'engagement de leur part pour agir dans la transition. Et encore une fois, construire avec nous une société inclusive et durable, qui est vraiment notre mission. Donc, soit elles sponsorisent des programmes et elles vont par exemple proposer à leurs collaborateurs de venir participer à ces programmes et de devenir bénévoles justement sur le changement climatique, l'accueil des migrants ou même la diffusion de l'entrepreneuriat social. Soit on va faire des programmes internes, par exemple sur de l'intrapreneuriat impact. Aujourd'hui, il y a eu toute une mode, notamment lancée par les cabinets d'innovation, sur comment chaque entreprise peut lancer ses propres intrapreneurs. Nous, on a dit, OK pour des intrapreneurs, mais il faut qu'ils mettent en place des projets qui changent la société, en sachant que dans la plupart des boîtes comme Unilever, c'était des marques comme Ben & Jerry's, qui sont des marques à fort impact et engagées, qui leadaient toute la croissance, chez Danone aussi. Donc, c'était de dire, OK, vous voulez du renouveau, vous voulez de l'innovation, mais il faut absolument que ce soit aussi en phase avec les tendances de société et cette nécessité de transition. Donc, ça va être leurs collaborateurs, soit dans de la formation RH, soit dans de l'innovation, soit aussi dans du marketing et du positionnement. Très clair, merci. Et si on revient sur le volet d'accompagnement des entrepreneurs sociaux, est-ce que c'est un programme d'incubation physique? Est-ce que c'est une formation? Alors, on a plusieurs programmes selon l'état d'avancement. Quand on en est à l'idée, c'est 6 semaines pour tester son projet. C'est aujourd'hui à distance. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on faisait en physique en 2017, 2018, 2019 et que maintenant on fait en ligne, comme tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est un programme en ligne, mais à l'époque, c'était physique. Et donc là, c'est 6 semaines pour tester son projet et aussi tester son appétence à devenir entrepreneur ou entrepreneuse sociale. D'ailleurs, c'est 90% des femmes qui participent à ces programmes, souvent de l'idée au prototype, pour voir est-ce qu'elles ont envie de se lancer et avoir aussi une validation que oui, elles peuvent le faire. Et après, on a un programme d'incubation plus classique qui dure 6 mois, où là, c'est dans nos murs. On accueille les entrepreneurs dans nos locaux à Bassy, dans notre espace d'innovation sociale qui fait 500 mètres carrés, et où on travaille à côté de ces entrepreneurs qui eux-mêmes s'entraident, vont se partager des astuces, des bons plans, et aussi devenir une communauté d'entraide qui va permettre de grandir sereinement. Alors, il y a qui de connu dans les alumni de Make Sense? Qui est le premier qui a réussi? Alors, ça dépend des secteurs. Un des plus connus, on va dire, c'est Too Good To Go, qui en plus vient d'annoncer une levée de 25 millions d'euros pour aller aux États-Unis. Donc, sur l'anti-gaspi et permettre de récupérer des plats dans des restaurants ou au démarrage dans des boulangeries. On a aussi accompagné le Carillon sur un point de vue plus associatif, qui permet notamment de recréer du lien entre des personnes SDF, des commerçants et des habitants d'un quartier. On a accueilli aussi Vendredi, qui a repensé toute la façon à laquelle on faisait du mécénat de compétences dans les entreprises. Il y en a vraiment plein d'autres. Le Dranche aussi, qui a réimaginé la façon à laquelle
Les médias pouvaient aussi proposer une information neutre avec des points de vue qui soient comparés. Donc voilà. Oui, qui est un média papier. Et ça, exactement, qui oppose, qui interroge des experts ou des personnalités sur une même question, mais sur des... Il y a le pour, le contre. Voilà, le pour, le contre. Et en plus, le dranche, c'est quoi? C'est droite, centre, gauche. C'est ça. Voilà, c'est vraiment pour couvrir tout le spectre d'une question. Oui, puis ils ont lancé un média papier en 2018, ce qui est quand même assez courageux. C'était plutôt l'inverse. Généralement, les gens retiraient le papier. Lancer un média tout court, en fait. Ouais. Je pense que c'est... Je dis pas ça pour moi, mais franchement, je pense que Voilà. Et un média dans l'ESS, tu te mets au carré quelque chose, une difficulté. Donc, très clair, merci beaucoup. Peut-être le dernier volet, donc on a fait les citoyens, les grosses entreprises, c'est plutôt des grosses entreprises généralement qui participent à ce genre de programme, l'entrepreneuriat social et l'investissement. Oui. Ça, c'est la dernière branche, sauf si j'en ai oublié une. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un programme récent. On a lancé un fonds d'investissement, en fait, il y a 1 an et demi maintenant, avec l'idée de dire que justement, on accompagnait des entrepreneurs, mais qui manquait cette brique de financement, qui a un effet de levier significatif, et surtout qui nous permet d'accompagner des entrepreneurs qui sont en forte croissance. Parce que souvent, l'ambition d'impact est très présente au démarrage. Le plus dur, c'est de la tenir dans la durée. C'est quand on commence à avoir des investisseurs au capital qui pensent rentabilité, croissance, bénéfice. Il faut aussi avoir des contre-pouvoirs dans son capital qui permettent aussi de dire, OK, mais croissance de l'impact, nombre de vies impactées, nombre de repas sauvés, etc., etc. Et c'est ça qu'on a voulu faire pour pouvoir aussi aider les entrepreneurs dans leur gouvernance directement, en investissant et en étant un garde-fou et un gage de confiance de l'impact dans la durée des projets. Donc, on a levé 8 millions d'euros grâce au Fonds européen d'investissement, la Caisse des dépôts, BNP Paribas et d'autres. On a investi déjà dans une dizaine de projets sur des secteurs assez divers comme l'agriculture, la santé, à nouveau le gaspillage et l'économie circulaire et l'éducation aussi. Et c'est pour nous un nouveau métier, une nouvelle aventure. Oui, j'allais dire, ça va être trop dur à mettre en place, parce que pour le coup, ça semble similaire, mais en fait, c'est un tout autre métier. C'est complètement différent. On y allait avec nos tripes d'accompagnants. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est soutenir des projets, faire en sorte qu'ils grandissent. Et ça reste notre mission première. Pour autant, il a fallu se mettre un peu comme un caméléon dans la peau aussi d'investisseurs, avec tout un univers aussi un langage très particulier, tout en anglais, avec plein de mots aussi, plein d'acronymes qu'il a fallu réapprendre et se créer une légitimité aussi dans ce secteur, surtout qu'en plus, on n'était que des nanas, parce que du coup, on est 4 filles à avoir lancé son investissement dans Make Sense, dans un milieu qui est particulièrement masculin. Et blanc. Et voilà, et pas si jeune. Et tout à fait. Donc du coup, nous on était jeunes, femmes, ce qu'on appelle une first time team, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'expérience préalable dans des fonds d'investissement. Donc il a fallu convaincre, mais on a eu de la chance, on a eu des partenaires qui ont cru en nous, qui ont aussi vu ce qu'on a réalisé avec Make Sense, qui quand même a permis de donner gage et crédibilité. Et aujourd'hui, on est hyper fiers de pouvoir avancer. Alors après, avec beaucoup de prudence, parce que souvent on dit qu'il faut 7 ans pour devenir un bon investisseur, le temps de se planter plein de fois. Donc c'est sûr que... c'est sympa pour ceux qui sont en train de passer en ce moment. Non, mais dans le sens où évidemment qu'on fait des erreurs et évidemment que tout n'est pas parfait, mais c'est une expérience qui est hyper riche et surtout, c'est des aventures humaines. Enfin, nous, on fait ce métier parce qu'on aime les entrepreneurs, on aime leurs projets, on aime leurs convictions, on aime ce qu'ils font et ça, on a ça fois 1000, donc c'est génial. Avant de passer à la troisième partie du podcast, j'ai une question de curiosité entrepreneuriale, donc c'est assez égoïste comme question, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Comment vous faites, alors que vous êtes dans, je sais pas, j'imagine une dizaine de pays, qu'il y a plus de 100 salariés, il y a les bénévoles, les collaborateurs des entreprises, les salariés, comment est-ce qu'on fait pour garder, j'allais dire, une gouvernance, pas dans le sens partagé, mais une cohérence? Comment vous faites pour garder une unité dans toute cette diversité à la fois de profils et d'activités? On a des valeurs et une mission qui est hyper claire. Et on se voit et on échange beaucoup. Pour moi, c'est vraiment les deux clés. C'est-à-dire qu'il y a une liberté aujourd'hui. Si on va dans Make Sense, à Mexico, ils sont vraiment sur beaucoup... ils travaillent beaucoup avec des entreprises, ils font beaucoup de consultance. Quand on va en Afrique et en Afrique de l'Ouest notamment, ils travaillent essentiellement sur la question de l'éducation et de l'enseignement. Quand on va au Liban, c'est beaucoup sur les sujets d'économie circulaire et d'entrepreneuriat social, etc. Donc, en fait, nos activités vont être très différentes en fonction des pays. Par contre, on a un objectif commun, créer une société durable et inclusive. On a cet ADN qui est l'agilité, le fun et surtout le fait de croire dans le fait que chacun peut vraiment agir. Et ça paraît hyper simple quand on le dit, mais c'est loin d'être partagé, que oui, tout le monde peut avoir son rôle à jouer. On est là pour donner des outils, on est une plateforme. Nous, on se présente souvent comme un escalier. C'est-à-dire qu'en fait, on est là pour que les gens puissent marcher et faire étape par étape leur chemin de leur engagement et devenir de plus en plus impactants, de plus en plus experts, de faire les bons choix. Et nous, on est juste un support qui leur permet de faire ça. Après, il y a une diversité de modalités d'action, et tant mieux.
Tant qu'on est aligné, qu'on se parle, bah ça marche. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on croise les doigts pour le futur. Oui, quand même, 10 ans, ça a fait ses preuves. Comment tu trouves que l'entrepreneuriat social a évolué justement depuis 10 ans ? Bah déjà, on en parle, les gens savent ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on disait bonjour, je fais de l'entrepreneuriat social. Les gens disaient quoi ? De quoi tu parles ? C'est que vraiment, on commençait tous nos rendez-vous par expliquer déjà ce que c'était que l'entrepreneuriat social et aussi ce que c'était qu'une communauté. Parce que alors, quand on disait on est une communauté de citoyens pour soutenir l'entrepreneuriat social, c'est comme si on parlait chinois. Alors qu'aujourd'hui, il y a une notoriété qui est importante. Les gens ont vu que c'était possible. Enfin, c'est déjà un premier pari qui est réussi, c'est que oui, on peut combiner intérêt général et les outils de l'entreprise, les outils de la performance pour montrer que on peut faire croître et avoir justement des success stories comme Too Good To Go, et il y en a d'autres où l'impact est là et se diffuse à très grande échelle. Après, comme tout secteur qui grandit, qui grossit, il y a aussi les travers avec certains qui viennent là par opportunisme. Maintenant, le mot impact, il est partout. Ouais, impact is the new black. Voilà, exactement. Moi, je n'en peux plus. On va avoir un petit peu comme la microfinance a eu ses crises avec des détournements, avec des désaveux. Dans le secteur, je pense que notre challenge maintenant, c'est bien définir ce que c'est que l'impact, bien dire que oui, il y a une échelle et qu'il y a plein de façons de le faire, mais qu'il ne faut pas non plus faire d'amalgame et tout associer, tout assimiler. Et qu'il faut qu'on arrive à réguler un petit peu aussi qui peut se reconnaître vraiment d'impact. Parce que ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que du coup, il y a plein de bonnes intentions, mais qui ne dirigent pas forcément leur énergie au bon endroit. Et du coup, il y a une dispersion d'énergie et une déperdition d'énergie qui est dramatique. C'est très politique comme secteur. Il y a des chapelles. Sur l'impact, ton point de vue m'intéresse avec ce que tu as dit sur le choix des clients et des partenaires. Qu'en fait, comme on a un secteur qui est financé par là où est l'argent, c'est-à-dire les très grosses entreprises qui sont des machines. Il faut dire qu'il y a vraiment des gens très convaincus à l'intérieur, mais que faire bouger des aussi gros structures, parce que vous êtes relativement gros pour le SS, mais en fait, personne n'est 100 000, même les plus gros et ceux qui ont réussi. Je crois que le problème, il vient de là aussi. Il y a le financement, et du coup, je sais pas ce qu'on peut mettre. Enfin, du coup, ça m'intéresse que tu rebondisses là-dessus comme pare-feu ou comme limite. Et il y a aussi le fait de pouvoir et de séduction où ça nous semble difficile, vu que c'est nos partenaires, d'accuser les gens de s'approprier ce qui faisait le cœur de l'ESS, c'est-à-dire l'impact, la responsabilité. Je sais pas si on est suffisamment en position de force et surtout que les choses sont un peu dispersées. Ouais, il y a plusieurs sujets. Nous, aujourd'hui, on s'est toujours refusé dans Make Sense à faire payer les citoyens qu'on formait à devenir bénévoles, à faire payer les entrepreneurs dans nos programmes. En 2021, on va commencer à le faire. D'accord. En ayant toujours à cœur que l'argent ne soit pas un blocage pour justement avoir accès au programme, que ce soit notamment, par exemple, sur donation libre ou alors avec des prix qui peuvent être réduits ou avec des bourses, etc. Mais c'est notamment pour pouvoir gagner en indépendance. D'accord. Et pour s'assurer qu'on n'est plus dépendant, justement, des entreprises et qu'on peut avoir un discours qui est libre. D'autant plus que s'il est libre, il sera constructif. C'est-à-dire que si on veut les transformer et nous on pense que c'est possible de les transformer, il faut qu'on puisse aussi avoir cette capacité de dire à un moment, bah ça non, ça c'est pas possible. Et en effet, la dépendance financière est un vrai problème. Après, c'est aussi en ayant parfois des discours un peu plus radicaux qu'on a aussi un rapport de force et qu'on est écouté. Et c'est pas quand on est uniquement dans le béni oui que oui on plaît à tout le monde, mais en fait on plaît à personne. On plaît à personne et puis puis notre discours du coup est peu impactant. Nous, dans Make Sense, on se disait très apartisan, très apolitique. On reconnaissait pas pendant longtemps notre rôle politique parce que justement, on voulait être un lieu d'accueil pour tous et du coup ne pas être le lieu de ces débats-là. Aujourd'hui, on reconnaît qu'à partir du moment où on veut transformer la société, on a un rôle politique et on veut l'assumer et on veut prendre de plus en plus la parole dans les médias pour justement affirmer que l'entrepreneuriat social, ça fait partie de la solution, mais que ça dépend aussi de comment on le fait, que c'est pas une solution miracle, qu'il va falloir que tout le monde se serre les coudes et qu'il va falloir aussi que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Et ça, on n'y arrivera pas sans eux. Aujourd'hui, c'est les lois qui font bouger l'entrepreneuriat social, qui permettent à l'entrepreneuriat social de se développer. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les boîtes comme Phoenix et Too Good To Go, sans les lois contre le gaspillage alimentaire, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Oui, puis ils en sont très dépendants aussi. Ils en sont complètement dépendants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin, dans tous les cas, si on veut que cet écosystème-là continue à grandir, que les pouvoirs publics continuent de faire leur rôle et surtout imposent que les règles du jeu soient les mêmes avec les entreprises standards. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat social, on s'impose souvent de la transparence, on s'impose une gouvernance partagée, on s'impose un partage des richesses. Si les entreprises classiques ne jouent pas le jeu, on ne joue pas à armes égales. Et donc, en fait, pour moi, c'est comment les pouvoirs publics remettent
une plateforme de jeu à armes égales. Ça, il va falloir qu'on se batte et que même si on bosse par ailleurs sur des projets ensemble avec des grosses boîtes, s'il y a des moments où on n'est pas d'accord, qu'on continue de l'affirmer, quoi. Avant de finir, pour revenir sur la représentativité du secteur et le fait qu'il soit dispersé, qu'est-ce que tu vois comme solution ? Aujourd'hui, moi, je vois surtout que les énergies, elles sont dispersées dans les initiatives d'entrepreneuriat, dans les initiatives de plaidoyer. Je vois quand même qu'il y a aussi, et notamment le mouvement Impact France, qui a réuni aussi l'ancien Move et Tech for Good France, avec notamment les IED, avec notamment Nous sommes demain, dont Make Sense fait partie. Et puis avec, du coup, pour le coup, des entreprises qui n'avaient rien de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait, avec un grand pas où ils ont réussi à réunir à la fois ESS France et des bicorps plus classiques et les boîtes du bio, etc. Il y a une vraie volonté de justement pouvoir avoir une parole de plaidoyer et avec des engagements qui sont forts. Donc moi, je vois qu'il y a quand même face à l'urgence, et ça, le Covid notamment a aussi permis de se dire, OK, en fait, on n'a pas le temps. L'urgence, c'est maintenant. On pensait imaginer des plaidoyers pour la présidentielle. On a été obligé d'imaginer des plans d'action en 3 mois pour le nouveau plan de relance. Donc ça a un petit peu accéléré les choses, ce qui est plutôt, pour le coup, une bonne chose. Donc, il y a quand même des initiatives de rassemblement. Après, c'est toujours la problématique des égos. Mais c'est pareil en politique, c'est pareil partout. C'est-à-dire que moi, mon combat, c'est combattre les égos pour permettre de réunir nos forces, pour permettre de vraiment peser. Et c'est pas toujours facile parce que comme on est aussi un secteur sur lequel on gagne pas d'argent grâce à nos sorties financières, la reconnaissance médiatique, c'est une forme de reconnaissance qui est importante. Et ça, faut pas l'oublier. Pour moi, le grand défi du secteur, c'est... comment chacun garde ses convictions en premier avant son ego pour arriver à peser dans la balance. Merci beaucoup. Bon, question finale. Il faut que tu répondes en une phrase ou presque. Okay. Quelle est la raison d'être de Make Sense ? Redonner le pouvoir d'agir à tous pour construire ensemble une société durable et inclusive. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? De transformer les choses ? Oui, que si tu avais l'opportunité, voilà, tu as une baguette magique, tu peux faire changer d'avis quelqu'un ou le convaincre de faire quelque chose. En ce moment, Macron. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer ? Une taxe transparence. Et je peux en dire 2 ? Allez, c'est le début d'année, c'est la fête. Et la TVA aussi réduite pour les produits à fort impact social et environnemental. Le patron du CAC 40 que tu pourrais ou voudrais être ? C'est dur parce que... si, je dirais Pascal Demurger, patron de la Maïf, même si c'est pas trop le 440, mais pas loin. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique ? Aucune. Merci Léa. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.